De la vérité n'est pas toujours le mensonge, non. Mais ces grandes opinions qui veulent s'imposer à tout le monde. Les opinions qui veulent étouffer les vérités qui dérangent. Ces opinions que les autres n'ont pas le courage d'affronter. Chez les GG sur Espace, c'est le match des opinions et des idées. Faire entendre des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Dans une démocratie, c'est bien d'entendre le peuple. C'est lui qui a le dernier mot. Les GG sur Espace, c'est vous. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Très bien. On me veut plus sérieux. Le dossier l'est autant. Je vais m'efforcer justement d'arborer cette gravité. C'est un moment de gravité. On parle des Jeux en Guinée. On parle de l'autorité, la toute nouvelle de régulation, dont on ne cesse de vous, j'ai envie de dire, de vous rabattre le tympan. C'est un dossier que l'on a ouvert semaine dernière. Au-delà de nos alertes, rien n'y fait pour l'instant, mais on va aborder pédagogiquement, étape par étape, un processus plutôt alambiqué, pour permettre à chacun de vous de comprendre de quoi est-ce que tout ceci retourne. Mohamed Mara, ça va donc être avec vous une enquête que vous portez avec Jacques Léo Aleno. On poursuit ce dossier qu'on a ouvert il y a quelques jours. Avec vous. Oui, Zachary, je vais revenir à ceci. Après nos premières explications la semaine dernière, au cours desquelles nous avons quand même démontré, et d'ailleurs, le conseil juridique de l'autorité de régulation du secteur des jeux et paris avait reconnu implicitement devant Jacques qu'il avait rencontré, effectivement qu'il reconnaissait qu'il y avait un vide et qu'ils ont voulu combler ce vide, mais il reconnaissait que cela sûrement ne relevait pas d'eux. Il y a eu ensuite un article, parce que jusqu'à présent, M. Cissé ne veut pas qu'on le rencontre. Il a été contacté plusieurs fois. Au début d'ailleurs, il avait dit qu'on pouvait rencontrer son conseil juridique. Ensuite, ce serait lui. Ce matin, il a même décliné complètement cette rencontre-là. Donc, on va s'en tenir à ce qu'ils ont fait publier dans la presse. Parce qu'il y a eu un public reportage pour nous répondre dans les médias. On va prendre un premier point de cette communication ce matin. Parce qu'il estime qu'il est ce qu'on appelle une AAI, une autorité de quoi? Administrative indépendante. Et donc, il a les pleins pouvoirs, il peut prendre des mesures normatives, parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Sauf que c'est faux. C'est faux pour une première raison. Diba, la dernière fois, nous a lu ici un compte-rendu du Conseil des ministres en date de combien? C'était le 14 mai. Justement. Le 11 mai. Le 11 mai, c'était le 11 mai. 2020. Il y avait beaucoup de fumée de ganja dans la ville ce jour-là. Et oui, ça dansait partout. Donc, la mesure, à cause peut-être de ce nuage-là, est passée sans qu'on s'en aperçoive. Est-ce que Diba, tu l'as retrouvé, cette mesure? Au bout, il va nous la relire pour rafraîchir la mémoire à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Allez-y, voilà. Mara. Alors, la mesure dit substantiellement ceci, c'est qu'on allait ériger, large pas, donc l'autorité de régulation des secteurs des jeux et paris, en autorité administrative indépendante. Il convient, le gouvernement dit il convient de l'ériger. Ce n'est pas encore érigé. Donc, on se précipite. Alors, pendant que le Parlement avait retoqué, justement, une première décision, en fait, concernant la réorganisation de ce secteur-là, et surtout sur les fameux 5%, qu'est-ce qu'on fait? Le fonds qu'on dit avoir créé, on change de nom. Ce n'est plus le fonds d'appui aux initiatives présidentielles pour le développement local. Il devient simplement le fonds d'appui au développement social. Sauf qu'il y a beaucoup de fonds en Guinée qui sont déjà dans ce secteur. Justement, au Conseil des ministres, si vous permettez rapidement, c'était le passage.
il dit que le Conseil a décidé ce que suit: maintenir la loi sur les autorités administratives indépendantes AAI en l'état, maintenir les 4 AAI existantes, l'ARPT, l'ARMP, l'ARE et la CENTIF, les EPA au nombre de 2 jouant le rôle de régulateur. 1. L'autorité de régulation du secteur des jeux et pratiques assimilées, l'autorité de régulation du transport fluvio-maritime doivent être érigées en AAI. Bien, Voilà. doivent être érigés. Ce ne l'est pas encore. Pour être érigé en AAI, ce n'est même pas un décret, c'est une loi. Les AAI sont créés par la loi. Mais nous avons déjà le législateur suprême déjà à la tête de l'AJPA, qui est M. Mamoudou Cissé. Il est déjà lui-même législateur. Tout seul. Oui, il l'est déjà. Alors, mais voyons un peu sur le plan juridique et la normalité, j'ai envie de dire, le bébé monstre qu'on appelle AJPA. Parce que juridiquement, il ne répond à rien en réalité. Jusqu'à présent, le décret 0045 du 28 janvier qu'il a créé dit que c'est un EPA. C'est un EPA. Mais lorsque vous regardez ceci de près, rappelez-vous d'abord que l'activité de régulation se fait par délégation du gouvernement. En effet, de l'État. Oui, j'ai envie de dire, Oui. mais il faut séparer du gouvernement, de l'Assemblée nationale, voire même du système judiciaire. C'est en réalité, parce qu'il y a un peu des trois qu'on retrouve chez un régulateur. Mais ce n'est pas le cas, justement. Et donc, puisque c'est par délégation, dans la mesure donc, où le régulateur dispose de pouvoirs normatifs et de sanctions, son existence découle forcément de la loi suprême, c'est-à-dire de la Constitution. C'est prévu. Quand ça vient de la loi, c'est prévu. Et lorsque ça vient des règlements, le règlement supérieur en pareil cas, c'est le décret qui le prévoit. Il ne faut pas l'oublier. Le décret 0045 dit que c'est un EPA. Ça veut dire donc que c'est une personne morale qui a une mission que l'État lui confie ou une collectivité lui confie. Lui concède, justement, et à charge pour lui, justement, de rendre compte. Mais, et puis, comment on appelle ça? C'est régi par ce qu'on appelle le juge administratif. Je suis heureux parce que tout à l'heure, Jacques a appelé monsieur Cissé il y a une demi-heure. Qui a fini par prendre. Non, il a dit à Jacques, j'étais là, on l'a écouté, il a dit s'ils ne sont pas contents, si quelqu'un n'est pas content, n'est pas d'accord, qu'ils saisissent le juge administratif. Et vous allez voir exactement ce qui est en train de se passer. Qu'ils saisissent le juge administratif. Tu n'as pas fait d'études de droit. Mais comment ça se fait qu'il ait une autorité technique, une tutelle technique et une tutelle financière à qui on ne peut pas s'adresser, mais qu'on soit obligé d'aller devant le juge administratif? Tu as vu déjà le mélange des genres. Tu vois déjà le mélange des genres. Je vois. C'est quelque chose d'hybride qu'on a créé, malheureusement, qui devient une sorte de bébé mongolien. Parce que ça ne répond à aucune forme en réalité. C'est un EPA. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, la régulation peut être définie, on le sait, comme étant l'activité qui consiste à veiller au respect des normes. D'accord? Au respect d'une norme ou d'une régulation. Mais l'autorité administrative, qui est dotée de pouvoirs réglementaires, de contrôle et de sanctions, c'est le cas en principe pour appliquer ces normes-là. Sauf qu'à l'analyse, l'AJPA ne répond pas aux critères d'une autorité de régulation. Parce qu'une autorité de régulation, normalement, dans les conditions normales, et tu vas comprendre que c'est parce qu'il y a eu une omission dans le décret qu'il a créé, justement. Une telle autorité de régulation est une institution, je le disais, administrative, qui est placée sous l'autorité de la loi et non d'une autre autorité politique ou administrative. Sauf que dans le décret qui le crée, on dit tutelle financière, ministère de l'économie et des finances. De l'économie et des finances. Tutelle technique, présidence de la République. Là est l'autre énormité aussi qu'on trouve. La présidence de la République ne peut pas être la tutelle d'une entité technique. C'est une incongruité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. C'est une incongruité. La présidence, justement, puisqu'elle ne peut pas tout faire, crée des départements techniques et leur assigne des missions. En effet. Mais pourquoi est-ce que pour la création de cette autorité, la présidence, curieusement, va vouloir garder la main?
C'est la question, deuxième question intéressante qu'on devra se poser. Parce qu'on s'est tous dit, s'ils agissent ainsi, avec autant d'incartades, autant de manque de respect vis-à-vis de la loi, c'est parce qu'ils sont protégés. Et c'est là, justement, le problème. On dit techniquement, ils ne répondent que devant la présidence. Sauf que c'est une incongruité sur le plan juridique. Comment on appelle ça? La présidence n'est pas une autorité technique d'une telle autorité. Tutelle technique. Je vous donne un exemple tout bête. Les autorités de régulation n'ont pas de tutelle technique. C'est le juge qui va trancher si leurs décisions ne sont pas bonnes. Je vous donne l'exemple de l'ARPT. Je vous donne normalement l'exemple par exemple de la HAC, c'est l'exemple le plus simple. Vous n'êtes pas d'accord, vous saisissez directement le juge administratif. Mais voyez que ce n'est pas la HAC qui édicte ces normes. Ce n'est pas l'ARPT à l'origine qui édicte ses propres normes. En effet. Les normes viennent d'abord de l'ordre de la loi. Maintenant, il y a certaines des normes inférieures qui viennent de l'ordre des règlements et ça vient par décret. D'accord. Ne l'oubliez pas. D'accord. Mais dans le cas de l'ARJPA, on les regarde, et on se demande, il se crée son et on monde, se demande il s'autorégule, qui à la présence, et il régule tout qui le à la monde. présidence veut garder les serres sur le domaine des jeux. Mais tu vas comprendre. Les jeux en Guinée, je vais vous choquer. C'est combien de millions ou c'est combien de milliards d'après toi, Roby, par an en Guinée? Les grandes gueules. C'est 5 000 à 6 000 milliards. C'est 5 000 à 6 000 milliards, Moussa Hiro. Là, tu as arrêté de lire. C'est 5 000 à 6 000 milliards. Oui, oui. Ces lunettes d'enseignante, elle les place sur moi. Pour ceux qui nous ça écoutent, nous fait 500 millions ça correspond à 500 millions de dollars par an. Ça correspond à la manne que le plus gros pourvoyeur au budget de l'État intérieur, en tout cas, verse, c'est Orange. Vous savez, Orange, c'est le plus correspond à gros ça. contributeur Au budget de l'État. au budget de l'État. 500 millions, environ donc un demi-milliard de dollars par an. D'euros. Le secteur des jeux produit pareil. Et ça, c'est ce qui est réglementé, c'est ce qui est normalisé qu'on connaît. Environ 500 milliards. Avec un autre Un grand seul potentiel acteur de développement. Le plus gros des acteurs, la dernière fois je prenais l'exemple sur lui, c'est environ 1800 milliards l'année. C'est la Lonagui. On le sait, depuis quelques années, après le retrait de Guinea Games, on s'était rendu compte, quand la Lonagui est rentrée à fond là-dedans, on s'est rendu compte de ce qui était levé quotidiennement. Au lieu de 7 milliards, environ 6 à 7 milliards jour, on déclarait 10%, c'est-à-dire 700 millions jour. Mais c'est 500 millions. Et c'est là la clé. C'est là que tu vas comprendre pourquoi on veut plonger les doigts dans le secteur des jeux. Normalement, une telle autorité, essentiellement, la règle est que c'est l'État qui finance directement son fonctionnement. Et parfois, un faible pourcentage venant du secteur régulé. D'accord, donc des opérateurs, des régulés. 15% prélevés directement Wow. par l'ARJPA pour son fonctionnement. Ça vous fait combien? 10% de 500 millions, ça fait 50 millions. 15%, ça vous fait 75 millions de dollars. Environ. 750 milliards, environ. Wow. Pour le fonctionnement de combien de bureaux? C'est une structure qui est là, logée ici à Conakry. C'est-à-dire, ils sont là normalement pour veiller au fonctionnement du secteur. Monsieur le Président, écoutez-nous très bien. C'est quoi la norme finalement? Parce qu'on est à 15% de l'activité des jeux. Ailleurs, pour le régulateur, c'est quoi la norme? Hier nuit encore, on était avec d'autres experts d'ailleurs qui ne sont même pas plus en activité ou qui ont exercé ailleurs, qui nous disent même 5% c'est trop. On nous parlait de 2 à 3%. De 2 à 3%. De 2 à 3% max. Mais là, on vous parle, là, si vous prenez 15% sur 500 millions, on est quand même à environ combien? Je vous l'ai dit. On est à environ 75 millions. Et cela ne suffit pas. On crée une caisse, entre guillemets, parce que je vous l'ai dit que cette caisse n'a aucune existence légale. Et si l'inspection générale d'État et l'inspection générale des finances nous écoutent en ce moment, il faut demander des comptes. Parce qu'on a créé 3 comptes, à Skybank, à Afriland et c'était quoi la troisième banque? BNIG. Justement, à BNIG et à la BNIG, 3 comptes ont été créés pour y loger des fonds, j'ai envie de dire rançonnés. Parce qu'il y a l'une des sociétés, par exemple, qui a versé, qui n'a pas reçu le courrier. On leur a dit verbalement et on leur a dit, vous devez payer. Il y en a une autre qui a reçu un courrier, ainsi de suite. Il y en a d'autres qui ne versent même pas.
Et l'argent va sur des comptes dans des banques privées. 3 comptes. Mais sauf qu'on verse l'argent sur des comptes qui ne répondent à rien parce que le fonds lui-même n'existe pas. En effet. Le fonds, pour qu'il existe, doit être créé par un acte fort, soit du domaine de la loi ou par décret présidentiel. Le régulateur ne peut pas créer un fonds. Par exemple, en Côte d'Ivoire, d'ailleurs, dans d'autres pays, c'est carrément une fondation qu'on crée. C'est-à-dire que ce n'est pas le régulateur lui-même qui peut utiliser cet argent. Mais ici, qu'est-ce qu'on a fait? Non seulement on a fait cela, on a créé un fonds virtuel. On dit, bon, on prend ensuite 5%. 5%, ça va équivaloir à combien? 5%. Donc, on n'est pas content de 15%, on y ajoute 5%, ça fait 20%. En réalité, les 5% ne vont pas en réalité ailleurs, puisque celui qui contrôle le fonds jusqu'à présent, c'est le régulateur lui-même. Un fonds qui n'est pas créé. Il n'est pas créé. Avec des comptes qui ne sont pas des comptes au trésor, ne sont pas des comptes de l'État, sont des comptes dans des banques primaires. Justement. Alors, le 13 mars dernier, le CNT a adopté le statut général des autorités administratives indépendantes. Or, les AAI, je l'ai dit tantôt, sont créés par voie législative. Ce n'est pas encore créé. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'ARJPA, qui déjà dit dans les communications, on a vu, hein, le papier est très clair, le papier qui a été publié sur Calo News et ailleurs, c'est écrit clairement, qu'est-ce qu'il dit? Publie reportage. C'est-à-dire que les journalistes qui ont publié disent clairement, on n'est pas responsable du contenu. On n'atteste pas de la fiabilité de ce que l'on dit. Il faut bien que le public comprenne ça. Quand vous regardez le journal d'Espace TV le soir, à la fin du journal, on met public reportage. Ou sur Radio Espace, on dit c'est un public reportage. Quand on vous le dit, ça veut dire que nous ne sommes pas responsables du contenu. C'est un contenu publicitaire qui a été acheté dans le journal. Alors, ça veut dire que ce qui y a été envoyé n'a rien à voir. D'ailleurs, on a donné tellement de chiffres, de virgules, de pourcents, sans les interpréter. Parce qu'ils savent, c'est justement ça la carambouille. Sans les interpréter. Alors, il y a beaucoup d'escrobardiers dans cette histoire. Allez-y. Alors, je disais que l'ARJPA ne dispose pas non plus de pouvoir réglementaire. C'est peut-être là-bas que je vais vous choquer le plus. Vous savez, déjà, ils ne sont pas les législateurs. Mais là, ils n'ont même pas de pouvoir réglementaire qui leur permettent d'édicter des normes et de sanctionner les infractions. En l'absence d'une législation particulière. Je me souviens, Mara, ça va peut-être aider à ceux qui, à la compréhension pour tous ceux qui nous écoutent. Vous vous souvenez de l'épisode avec Celcom? On a eu le directeur général de l'ARPT à l'époque, Socra, le fameux que nous avons eu ici à l'antenne, et on lui disait, qu'est-ce que vous allez faire vis-à-vis d'une société qui n'avait pas payé, qui n'avait pas de licence, mais qui opérait quand même. Il dit, nous allons constater, c'est pas à nous de sanctionner, nous allons saisir la justice pour qu'une démarche s'impose. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Parce que c'est des partenaires. En effet. C'est des partenaires, il faut respecter les partenaires. Ils sont là pour la régulation. Ce n'est pas eux qui peuvent aller dire, bon, je t'impose telle, comment on appelle ça, telle pénalité, 200% de pénalité pour des retards de paiement. Par exemple, regardez un peu comment on le fait. Je disais qu'ils n'ont pas de pouvoir réglementaire. Quand vous prenez ce décret 0045 du 28 janvier, en son article 5, vous vous rendez compte, quand on parle des attributions, j'ai le décret ici, il est intéressant de le lire, ça fait 15 pages seulement, le décret est là. D'accord. C'est seulement 15 pages, donc prenez le temps de le feuilleter, il est très intéressant. D'accord. Vous vous rendrez compte qu'il n'y a aucune disposition de ce décret qui indique l'organe et les modalités d'édiction des normes par l'ARJPA. Le décret ne dit pas quel est l'organe. Le décret prévoit, si vous voulez, un conseil de régulation qui a les mêmes pouvoirs que les conseils d'administration de n'importe quel EPA. Il faut bien retenir encore son statut d'EPA pour l'instant. C'est un EPA et je vous ai dit que normalement d'ailleurs, ça ne colle pas au type d'activité qu'il est en train de mener en ce moment. Les grandes gueules. Dès le moment où le décret ne leur dit pas ce qu'ils doivent faire,
et que c'est à eux de créer, ou qu'une entité, par exemple, le CA, par exemple, qui est l'organe de décision, non, plutôt le conseil de régulation, qui est l'organe de décision, le décret ne leur donne pas le droit. Alors, si le décret lui-même ne le fait pas, et en l'absence d'une législation particulière sur le secteur des jeux, il y a un vide juridique. En cas d'infraction, vers quel document on doit se tourner? Le principe, il est le même partout en République. C'est que les infractions prévues notamment dans le code pénal sont les seules qu'on va aller invoquer. Or, ce que lui peut faire, j'ai même appris il y a quelques jours qu'il a saisi les services spéciaux, ou en tout cas il a aidé des parieurs à saisir les services spéciaux contre une des sociétés de jeux pour, dit-on, escroquerie. Je suis tombé de nu parce que c'est pas le rôle justement des services spéciaux d'entendre ce genre de personnes. C'était à la justice. Parce que escroquerie, c'est le code pénal. Ça veut dire justement qu'il y a un mélange des genres. Ils ne peuvent pas édicter les normes, ils ne peuvent pas sanctionner à ce niveau-là. Il faut d'abord que les règles soient établies par la loi. Donc, l'AJPA dispose bien d'un conseil de régulation, mais qui est limité exactement comme les autres. Donc, et parce que le décret a omis cela. Donc, le décret l'a omis, mais eux, ils s'arrogent ce pouvoir. Je vais terminer par ce dernier point. Rapidement, en 30 secondes. Très bien. L'AJPA ne dispose pas de pouvoir de sanction. Dès le moment où ce n'est pas la loi qui le lui confère. La loi ne le lui confère pas. Le cadre juridique, je vous l'ai dit, est silencieux. Très bien. Il est déficitaire. Dans ce cas, le seul cadre, pour l'instant, qui peut s'appliquer, c'est de l'ordre 1 du code pénal, 2 du code des impôts, s'il y a des infractions, notamment à la fiscalité, à la comptabilité publique. Il y a des règles, généralement, pour cela, mais ce n'est pas à large part. Très bien. En ce moment-là. Et à venir, justement, au trésor, aux impôts, comment on y réagit? Que se passe-t-il avec ces majorations, ces ponctions, si vous voulez, et le grand chambardement dans les circuits financiers devant aboutir aux caisses de l'État? C'est le deuxième pan de ce propos. Jacques Léo Aleno reviendra et puis vous entendrez aussi le commentaire ô combien utile de nos chroniqueurs sur le sujet. Restez avec nous, on se reprend dès 11h. Voilà, on en parle depuis plusieurs jours maintenant. C'est donc la deuxième de nos enquêteurs, Mohamed Mara, Jacques Léo Aleno. Mara, pour clore ce petit moment de restitution, en quelques mots, que retenir aujourd'hui de l'AJPA et de sa façon de procéder? Je terminerai par ceci, c'est que non seulement il n'existe pas de droit substantiel des sanctions, parce que ce n'est pas prévu, il n'y a pas une loi spéciale pour le moment. On ne peut s'appuyer que sur le code pénal, le code des impôts, les grandes gueules, les différents textes sur les infractions financières. On n'a que ceci pour l'instant. Donc il n'existe pas de procédure non plus, puisque la loi n'a pas prévu une procédure particulière au secteur des jeux, puisqu'il n'y a pas de loi particulière pour l'instant. Alors, il n'appartient donc plus normalement à l'AJPA elle-même de définir ces procédures applicables devant elle. Mais il faut un texte qui les institue. Il faut un texte, il faut une loi. Et à partir de là que l'AJPA va devoir appliquer. Mais je veux quand même attirer leur attention sur cette réflexion. Le souci, c'est donc d'abord une question de légalité. Il faut d'abord un cadre juridique, il faut d'abord un cadre légal. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils créent eux-mêmes, ils s'érigent en institutions normatives et même de sanctions des normes qu'eux-mêmes ils édictent. Et comme il nous l'a dit ce matin, lui il édicte des normes, celui qui n'est pas d'accord n'a qu'à saisir le juge administratif. Sauf que ça serait tellement facile de détruire justement ce qu'il est en train de faire là. Tellement. Et de l'autre côté, il faut interroger. Cet argent indûment prélevé pour être versé sur des comptes, sur des comptes, alors que ces comptes-là n'appartiennent à aucune structure étatique, il faut demander des explications pour cela. Parce que si ce n'est pas du détournement, ça, c'est pas ce que c'est. Et Zachary, je t'apprends ceci. À l'heure où nous parlons, sauf erreur de ma part, mais jusqu'au moment où je prenais l'antenne ce matin, les impôts n'avaient pas reçu encore leur part qui avait été versée par quelques sociétés de jeux à l'AJPA.
D'accord. Je vous l'ai dit, on a lu le texte ici la dernière fois, c'est de l'argent qui doit être versé directement au trésor public, notamment les impôts et taxes relevant de la fiscalité. Ils ont dit, non, désormais nous-mêmes on va prélever. Ce qui a été prélevé n'est pas encore reversé. C'est en tout cas ce que nous comprenons. Je ne parle pas de la journée d'aujourd'hui, ça je ne le sais pas, mais les contacts aux impôts sont formels là-dessus, rien n'a été reversé. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'ARJEPA, EPA est devenu aussi percepteur d'impôts? Pour le compte de l'État. J'aime bien cette expression, percepteur d'impôts, parce qu'elle remonte quand même à l'Antiquité. Ouais, l'Antiquité, dans l'Empire romain, les collecteurs D'accord. d'impôts avaient mauvaise réputation. On sait qui c'était, hein. Merci. Ils avaient, comme on dit en vieux français, ils avaient mauvaise rumeur. Ils avaient mauvaise rumeur et c'était pas que de la commune renommée. Oui, ben voilà, la commune renommée. Voilà. Jacques, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Bon, je vais pas être long parce que... Je précise que il nous reste encore à rencontrer le ministre de l'économie et des finances parce que c'est lui la tutelle financière sur tout ça, mais aussi les impôts, le trésor sur tous ces aspects. Mais il faudrait également questionner le CNT qui a quand même interpellé l'État sur ce sujet-là. Oui, j'ai dit je ne vais pas être long parce que Mara a été très large sur le sujet. Je vais juste revenir sur l'AAI puisque j'ai la loi devant moi, une loi adoptée le 13 mars 2023, soit une semaine avant la nomination de monsieur Cissé à la tête de l'autorité de régulation des jeux du hasard. Donc, il avait été dit en Conseil des ministres justement qu'on allait ériger, donc ça c'est le 11 mai, donc une fois que la loi a été adoptée, qu'on allait ériger, n'est-ce pas, cette autorité-là en AAI, ce qui n'est pas encore fait, parce que c'est clairement dit que les autorités administratives indépendantes sont créées par voie législative. C'est une loi qui les crée. Mais ce n'est pas parce que le Conseil des ministres l'a dit, il faut que une loi soit votée, n'est-ce pas, du côté du Parlement pour pouvoir ériger, n'est-ce pas, une autorité en AAI. En effet. Comme cela a été le cas pour d'autres qui ont déjà été érigés. Il y a aussi un élément important à souligner, puisqu'il y en a de deux catégories. Il y a les autorités administratives indépendantes exerçant principalement une mission de régulation économique. C'est le cas donc de l'autorité dont on parle. Vous avez les autorités administratives indépendantes exerçant une mission de protection des libertés et droits fondamentaux. C'est là vous avez... C'est comme la HAC. C'est ça, vous avez la HAC et d'autres entités. Une autorité administrative indépendante exerçant une mission de régulation économique est toute autorité qui veille de manière neutre, transparente et impartiale au respect des règles de la concurrence entre les acteurs du secteur régulé. Ça, c'est important à préciser parce que l'indépendance dont on parle, ce n'est pas l'indépendance du point de vue de la loi. Vous êtes indépendant du point de vue d'abord des acteurs du secteur régulé, mais aussi, si vous voulez, d'une entité politique qui viendrait, n'est-ce pas, vous donner des instructions. D'ailleurs, on va être plus exhaustif au niveau des conseils de régulation. On essaye de faire en sorte que tous ceux qui sont membres des conseils de régulation, qui sont donc des organes des décisions, puisque les autorités administratives sont gérées par deux entités. Donc vous avez un organe de régulation, et un organe de délibération et un organe d'exécution. D'accord. Donc l'organe de délibération donc, qui décide, donc qui prend des décisions, qui oriente, c'est le conseil de régulation. Et l'organe d'exécution, c'est donc la direction, donc le directeur général, ses adjoints. Et puis, vous avez dans la loi qui crée l'autorité de régulation, vous avez le directeur et vous avez, n'est-ce pas, l'agent comptable. D'accord. Donc, ce sont ces entités-là qui mettent en œuvre les décisions prises par le conseil de régulation. Donc, que ce soit d'abord du point de vue de la loi, on sait bien que ce n'est pas encore érigé, mais même si ça l'était, il ne revenait pas au directeur si vous voulez, de prendre ce type de décision. Il revenait au conseil de régulation qui est quand même composé de toutes les entités, y compris
les représentants, n'est-ce pas, du secteur des jeux. Parce que vous allez voir que dans la composition, il y a 9 membres. Il y a le président de la République qui désigne un membre. Il y a le président du Parlement, donc du CNT actuel, qui doit désigner un membre. Il y a le ministre de l'économie et des finances qui désigne, le ministre de l'administration du territoire et le ministre des sports qui désigne, n'est-ce pas, des représentants. Et les 3 représentants, comment on appelle ça, le secteur des jeux. Vous avez donc 6. Les 3 autres qui viennent sont des personnes ressources qui sont désignées, bien entendu, par décret pour leur expérience dans le domaine, ce qui fait 9 membres. Vous avez donc une composition plurielle qui fait que, d'une certaine façon, les décisions qui sont prises sont collégiales et ont une certaine légitimité. On n'essaye pas, de tout remettre, n'est-ce pas, sur la tête d'un simple directeur. Très bien. Donc, si vous voyez tout ceci, vous vous dites que, quand même, du point de vue, le législateur essaye de bien faire. Le législateur essaye de bien faire. Je pouvais comprendre M. Cissé qui dise, parce que c'est ce que son conseiller m'a dit. Mais parce pour que le tu moment, l'as eu aussi ce matin. Oui, je l'ai eu ce matin. D'abord, son conseiller me dit que ce n'est pas encore régulé. Mais puisque les gens sont en train de travailler, voulez-vous qu'on laisse comme ça? Il faut mettre une réglementation. J'ai donc compris cette envie de vouloir avoir dans le secteur des jeux une réglementation. Mais je crois la bonne chose à faire, c'est d'abord d'œuvrer auprès de la tutelle ou alors de la présidence de la République qu'on ait ne serait-ce qu'un conseil de régulation. Et puis qu'on ait les lois, parce qu'il va falloir trouver des lois derrière qui par exemple, statuent sur la régulation elle-même, sur les sanctions. Il faut déterminer les sanctions, la nature des sanctions, s'il y a des pénalités à payer. Tout ceci doit être déterminé que ce ne soit par pas la loi. Que ce ne soit pas une régulation hasardeuse. Que ce ne soit pas une régulation hasardeuse et que ce ne soit pas par une décision. Et en ce moment, on pourrait avoir... il aurait pu travailler en toute aisance. Il n'a pas à venir dire, bon, si vous faites ça, voici la pénalité. Non, voici ce que la loi dit. Si vous ne faites pas ça, voici ce que la loi dit. C'est beaucoup plus facile. C'est comme Al-Haq, un journaliste qui est poursuivi pour diffamation. Monsieur Yassine ne va pas s'asseoir. Bon, puisque vous avez diffamé, je vous regarde très bien, vous avez l'habitude de faire ça. Donc cette fois-ci, vous allez payer 5 millions. Ouais. Non, il ne fait pas ça. Il prend la loi. La loi dit tout. Yassine est trop sage. La loi dit tout. La loi dit, si vous faites ça, voici la sanction à laquelle vous êtes exposé. Je ne dis pas que l'autre n'est pas sage, non. Je dis que Yassine est trop sage et qu'il ne ferait pas ça. Oui. Il ne ferait jamais ça. J'ai dit encore une fois que de manière très claire, M. Cissé peut encore attendre que tout soit meublé, que le conseil de régulation soit mis en place, que les lois soient prises pour ériger, n'est-ce pas, son autorité en autorité administrative indépendante et qu'à l'intérieur, qu'il accepte que ce n'est pas lui qui doit, n'est-ce pas, délibérer, qui doit édicter les normes, mais c'est plutôt le conseil de régulation qui est un peu au-dessus. C'est ce que la loi a... Un conseil de régulation qui s'appuierait sur la loi par ailleurs. Qui s'appuie sur la loi. Parce que ce matin, quand je l'ai eu, il a dit justement ce que Mara a dit, celui qui est fâché, il va saisir, il n'a qu'à saisir le juge administratif, on pourra y aller. Et puis le reste, il dit qu'il ne rend pas compte à la presse. Et j'ai dit, vous ne rendez pas compte à la presse, monsieur Cissé. Au nom du droit à l'information du public, vous pouvez, n'est-ce pas, prendre la parole chez lui. Il dit qu'il ne compte pas prendre la parole. Il se contente de ce que son conseiller juridique m'a confié comme information. Il ne rend pas compte à la presse, mais il nous répond par voie de presse. Ouais. Ça, c'est quand même bizarre. Il y a cette habitude. S'il te plaît. Il y a cette habitude guinéenne. Je veux préciser ceci. Rapidement, s'il te plaît. Secondo, il ne répond pas à la presse, mais il nous répond quand même via... Il a même dit une presse. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs pour lui. Il a dit qu'il ne rend pas compte à une presse. Il n'y a pas de souci. Mais je veux préciser ceci, Jacques. En parlant même de ce décret qui crée son organisation. Nulle part, vous l'avez suffisamment répété, le pouvoir normatif ne lui est confié. Mais regardez quelque chose peut-être qui échappe à beaucoup de gens.
il est en train de se rabattre sur les licences, alors que quand vous prenez l'article 5 qui fixe les attributions, vous verrez, si vous avez l'œil, si vous lisez bien, que même les licences là, ça peut prêter à discussion. Regarde ce que l'alinéa 2 dit. Il autorise toute forme de jeu de hasard et pratiques assimilées en République de Guinée. C'est-à-dire, il ne lui revient pas de créer les formes de jeu pour attribuer les licences. Cette liberté est laissée aux sociétés de jeu. Quand elles ont leur licence, elles peuvent proposer la création de toute forme de jeu qu'elles veulent exercer en Guinée. Lui, il autorise. Mais il n'autorise pas la création des sociétés de jeu. C'est pas si vous voyez déjà la nuance. C'est clair. Et partout dans cet article 5, vous verrez, il contrôle, il surveille, il régule, il protège, il informe, il contrôle. D'accord? Il vérifie, il conseille l'État en matière de jeu, de hasard et pratiques en Guinée. Il contrôle, il exerce une surveillance des opérations. Il n'y a que ça. Il ne punit pas. Il ne punit pas, il ne sanctionne pas. Il ne dicte pas de loi. Très bien. Très bien. Voilà. Mon cher Djiba, on poursuit avec vous. Là, on est un peu dans les nuages. Là, on parle de loi, c'est assez technique tout ça. Mais au fond, pour l'auditeur et l'auditrice qui nous suit, c'est une histoire de plusieurs milliers de milliards de francs guinéens qui risquent d'échapper au trésor public parce que bonnement, une autorité a décidé que ce serait elle, les impôts et le trésor, elle percevrait cela, que ce serait elle, la RSE, qu'elle retirerait l'argent auprès des sociétés et qu'elle ferait à la place des sociétés leur RSE. Djiba. Si vous prenez j'essaie d'activer ton micro. Voilà, allez, s'il vous plaît. Voilà, donc ça marche. Et si vous prenez par exemple la décision qu'il avait eu à prendre concernant la clé de répartition des fonds, d'abord sur la licence annuelle, parce qu'ils disent qu'ils parlent d'1 milliard de nos francs sur la licence annuelle. Maintenant, sur les redevances, il dit les redevances, 15% des redevances payées sont reversées au trésor public. Il dit 15% des redevances payées sont reversées à l'autorité de régulation au titre de la régulation et 5% des redevances payées sont reversées au fonds de développement social. Donc ça, ce sont les redevances. Maintenant, sur les gains non réclamés et non payés, ça, ce sont les purgés. Par exemple, quand après le jeu, il y a une masse collectée qui est là, ceux qui ont gagné, on les donne leurs gains, on reverse, de par le passé, c'est ce qui se faisait, c'était ça la pratique, on reverse une partie au trésor public, les 15%, ensuite la société elle-même garde une partie pour son fonctionnement. Ensuite, il y a des parieurs, par exemple 2000, qui ont gagné 2000, qui ont gagné 2000, qui ont gagné 5000 ou 20 000 ou 30, 50 000. Il y a des gens qui ne viennent pas réclamer. Donc ça, ce sont les gains non payés des purgés. Antérieurement, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait cet argent-là, on remettait dans la cagnotte et pour les parieurs. Mais dans certains pays, au Mali par exemple, au Sénégal, les purgés, les gains non réclamés, on prend cette partie-là, les fonds sociaux, on injecte là-bas pour apporter un soutien au sponsoring et tout ça. Donc c'est ce qu'il fait au Mali et au Sénégal. Maintenant, ici, il dit les gains non réclamés et non payés. Il dit ce montant est réparti comme suit. 30% du montant est reversé au trésor public, 20% du montant est reversé à l'autorité de régulation. Encore à lui. Oui, et 50% du montant est reversé au fonds de développement social. Un fonds de développement social affecté à la présidence qui n'existe pas. Pour l'instant. Une présidence, une présidence qui a déjà son fonds à lui. Oui, les caisses noires, les fameuses. Oui. Voilà, donc pour l'instant, parce que j'ai une autre technique ici. Par exemple, il dit le fonds d'appui pour le développement social. Le fonds d'appui pour le développement social est une innovation de l'autorité de régulation permettant d'apporter un concours financier aux activités socio-culturelles, sportives et locales. Le fonds est alimenté par 5% des ventes effectuées par l'opérateur après déduction des gains payés aux parieurs. Donc, comme ce que je disais, maintenant, aujourd'hui, le fonds juridiquement, il n'existe pas. Il n'a pas été meublé. Et en le faisant, le risque, pour moi, c'est que ces sociétés de jeux qui sont en Guinée, qui ont une RSE, qui ont une responsabilité, en tout cas sociale, vis-à-vis du pays, est-ce qu'ils vont continuer à sponsoriser les activités, sachant qu'on va leur dire de payer 5%
pour le fonds de développement social. Alors là, j'ai des inquiétudes. C'est une caisse noire. J'ai des inquiétudes. Je pense qu'il ne faut pas... C'est une caisse noire. Et plus loin, vous avez... Et à la présidence, Djiba. À la présidence. Et vous avez posé une question de la tutelle technique. Bon, moi, personnellement, le fait que ça peut relever de la présidence, je ne vois pas de problème. Pourquoi? Parce que là, on parle du secteur des jeux. C'est extrêmement dangereux. C'est une véritable mafia. Les gens peuvent profiter de ce secteur pour blanchir, pour financer le terrorisme. Et donc, pour un tel secteur qui est aussi sensible et dangereux, le placer sous l'autorité de la présidence technique de la présidence de la République, moi, je ne vois pas d'inconvénient. Moi, en tout cas, l'idéal voudrait qu'on ait un droit de regard. C'est ton avis. Voilà, qu'on ait un droit de regard sur ce qui est en train de se passer. Parce que le jeu, une fois encore, il faut le dire, on l'a permis, hein, mais sous d'autres cieux, c'est formellement banni, c'est systématiquement interdit. Donc, c'est immoral. Maintenant, si on a accepté dans notre pays, je pense que le placer sous l'autorité d'un président qui a un droit de regard en tant qu'institution, pas en tant que personne, en tant qu'institution qui a un droit de regard sur ce qui se fait dans un pays, je pense que ce n'est pas mauvais. Maintenant, il faut essayer de trouver des garde-fous parce qu'il a annoncé la création d'un fonds. Il a parlé le Conseil des ministres a annoncé la création très prochaine de passage d'un EPA à un AAI. Il faut quand même que le législateur se penche sur la question, qu'il y ait des documents juridiques qui balisent la voie et que le conseil d'administration qui décide soit mis en place. Un conseil de régulation. De régulation, voilà, soit meublé et la direction qui est l'exécuteur de ces décisions-là, aussi le service comptable, que tout soit mis en place. Maintenant, et pour finir... Pendant ce temps, Djiba, la préoccupation, comment on fait pour dire aux opérateurs, l'argent qui va au trésor, ne payez plus aux impôts, payez-le moi, pour que moi j'aille reverser. Mais si vous avez cette décision? Oui, j'ai vu. Si le ministre du Budget accepte ça, le ministre de l'économie et des finances le ministre de l'économie accepte ça, c'est qu'ils sont en train de créer un précédent, eux-mêmes ça va les rattraper. Mais ils ont... Parce que c'est une évasion fiscale. Il a déjà perçu de l'argent pour ça. Et normalement, il doit l'éviter parce qu'au moment où on parle d'assèchement des ressources internes, au moment où on est en train de se battre pour mobiliser de l'argent, financer les projets de développement, parce que ce qu'il veut dire aujourd'hui, le ministre de l'économie et des finances à l'international, c'est parce qu'il y a un plan de relance économique qu'ils sont en train de préparer. Donc on est à la quête de fonds. Et je pense que ça, c'est un manque à gagner. Et l'argent là, au lieu d'aller dans les caisses de l'État, ça risque de tomber dans les poches des individus. Et ça, il faut l'éviter parce que au moment où on a besoin de ressources internes pour financer les projets qui ont un impact direct sur les citoyens, je pense que cet argent-là aurait pu servir le pays. Et pour finir sur les pénalités, parce que pour l'instant, quand on écoute Jacques Lewa, on comprend tout de suite qu'il y a un problème de vide juridique. Et il faut quand même avoir une loi qui dit que quand vous faites ça, voilà ce à quoi vous vous exposez. Sur les pénalités, toujours dans la note technique, parce que c'est eux-mêmes qui ont travaillé sur cette note technique, il dit sur les pénalités, les pénalités constituent des sanctions pécuniaires infligées aux opérateurs défaillants, défaut ou retard de déclaration, défaut au secteur des jeux, lancement d'un produit sans autorisation. Il dit l'application des pénalités dans le secteur des jeux par l'autorité répond à un double objectif. 1. Sanctionner les opérateurs qui violent les dispositions des textes en vigueur, mobiliser plus de ressources pour l'État. Alors, sanctionner, l'échelle des sanctions, comment ça va se passer, comment ça se fait et sur quelle base? Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait quand même une disposition qui traite la question de façon très claire pour éviter un peu cet imbroglio dans lequel aujourd'hui on est en train de se retrouver. Moi, quoi qu'il en soit, par rapport à la tutelle, je ne vois pas de problème que ça soit placé sous l'autorité tutelle technique de la présidence, parce qu'une fois encore, c'est un secteur très sensible. Très bien. Il faut qu'il y ait un droit de regard. La LONASI en Côte d'Ivoire, l'État a 80% de parts comme action dans la LONASI, les 15% pour la Caisse nationale de prévoyance sociale et les 5% pour d'autres entités. Je pense que ça, l'État, dans tous les pays responsables, devrait placer ça sous son autorité, sous sa tutelle technique, pour éviter que des personnes mal intentionnées utilisent le secteur des jeux pour atteindre d'autres objectifs. Très bien. Roby, sur le sujet. Après cette belle explication de Djiba, je comprends bien que son habitation à la présidence ne pose pas problème pour les raisons... Les grandes gueules. Je précise quand même qu'il y a d'autres, sous d'autres cieux. Oui. C'est pas à la présidence. À la présidence. Pas du tout. Et exactement. Ça fonctionne bien. Justement, c'est là où je pose ma question de savoir si son habitation à la présidence lui donne des grades, de lui-même se tailler des textes à la mesure de sa volonté,
ça pose problème parce que si le régulateur lui-même est déjà un problème dans la régulation, c'est un gros souci pour notre État. Et que pour éviter la déperdition des fonds, je suis d'accord. Pour lutter contre le financement du terrorisme, je suis d'accord. Pour lutter contre le blanchiment d'argent, je suis d'accord. Mais à partir du moment où lui-même il se dit il faut qu'on lui reverse l'argent et que lui il puisse aller verser au trésor, c'est là où moi je me pose des questions sur sa capacité ou sa qualité en tant que régulateur à le faire. C'est pas son rôle. Je pense que dans le domaine de la fiscalité... Comme si tu disais à l'ARPT dit à Orange, voilà, donne-moi à MTN, voilà. ce que vous devez à l'État, vous me donnez, donnez-moi, et moi je vais verser. Exactement, donnez-moi, moi je vais verser. Il vous souviendra que par le passé, les détenteurs de jeux de hasard ne versaient pas seulement que les gains du jeu de hasard. Il y avait bien une mafia qui était organisée autour. Des gens qui voulaient blanchir de l'argent avaient des pactes très diaboliques avec les détenteurs du jeu de hasard. Ils partaient leur reverser leurs bénéfices aux gens du jeu de hasard qui les déclaraient sous forme de gains de jeu de hasard. Et après, avec des rétrocommissions, retiraient leur argent dans le lot et partaient faire ce qu'ils en voulaient. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas savoir que ces milliards-là, c'est moi ça vient de ma société parce que Tamba est détenteur de Tamba Bet ou Tamba XBet. Non, c'est mieux XBet, c'est mieux. Parce que Tamba Bet, c'est pas... non, mais... Ça sonne bien. Tamba Bet. Tamba Bet. Voilà, Tamba Bet reverse par exemple 1 milliard chaque jour à l'État. Bon, Mohamed Mara. Non, Mohamed Mara est officiellement un vendeur de carreaux. Il a sa boutique, mais derrière, il y a des activités illicites. Donc, normalement, Mohamed Mara doit faire des chiffres d'affaires, disons, moyennement de 200 millions par mois, mais il les fait quand même 1 milliard, 2 milliards. Ajouter ces autres activités illicites. Comment déclarer ces autres 1 milliard qui s'ajoutent aux 200 milliards par les sociétés de jeux? Par les sociétés de jeux. Toi, tu connais, hein? Mais... Toi, tu connais des choses, Roby. Ça sent le vécu. Donc, ce qui va se passer... Faut pas trop l'encenser, hein? Tu le connais. Mais c'est pas la fin va être désastreuse. C'est pour ça que je vais parler peu. Juste pour vous donner le schéma et vous allez comprendre. D'accord. Et donc, la société Mohamed et Fils, qui déclare normalement 200 millions comme revenus, parce que quand vous allez à la banque pour la création d'une société, on vous demande quels sont vos revenus annuels. Vous allez dire, j'oscille entre 150 et 200 millions. Donc, on reste dans cette fourchette. Et effectivement, selon vos activités calcul aidant, vous oscillez entre 100 et 150. Mais sauf que vous gagnez 1 milliard par an. Mais comment allez-vous faire pour aller déclarer 1 milliard 200? Non seulement vous serez amené à payer beaucoup plus d'impôts, parce que celui qui gagne 200 millions ne paye pas les mêmes impôts que celui qui gagne 1 milliard 200. Et donc, donc, ce qui va faire que Mohamed et Fils vont aller reverser les 1 milliard à Tambabet. Tambabet qui va prendre les 10% dans les 1 milliard, et les 900 autres et quelques millions vont revenir tout bonnement à Mohamed et Fils au lieu de payer 10, 20, 25% comme impôt à l'État. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. De ce point de vue, pour éviter tout ça, c'est là où on dit par exemple que l'État à travers la présidence doit avoir son droit de regard pour réguler à ce niveau-là. Mais sauf que chez nous ici, malheureusement le régulateur est le problème. Le régulateur, le problème. Mais et si le problème était la présidence? J'en viens. Pourquoi je pose la question? J'ai pas fini, Tamba. Vas-y alors. Le régulateur est le problème. Mais comment le régulateur étant le problème... Non, mais ce qui reste clair, comment le régulateur étant le problème peut se sentir aussi fort s'il n'est pas accroché à une branche. Mais pourquoi est-ce que c'est M. Cissé? Exactement, s'il n'est pas accroché à une branche. Voilà. C'est pas lui. C'est pas lui, absolument. C'est pas M. Cissé. Vous n'avez pas compris ma question. Il y avait un scandale qui le touchait déjà. Avant même qu'il soit nommé. Pourquoi on n'aurait pas pu trouver un Guinéen sans scandale? Oui, mais pourquoi lui il est là? Non,
Entre la Guinée, Non, il a baigné dans un conflit d'intérêts innommable pendant longtemps. Non, sur le scandale. On avait parlé ici dans ce studio. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a dénoncé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dénoncé. Il a été nommé à cet endroit. Voilà, Après, le problème, Parce que les serveurs ont disparu. Les fameux serveurs. Regarde, C'était les- Samba, celui qui le s'occupait des problème, c'est même pas lié à sa nationalité. C'est même pas sa personne. Il s'occupait des on va questions attendre. financières. Votre problème, On va attendre Roby votre problème, terminer. c'est ça. Dès que Vas-y, je prends la Roby. parole, vous êtes comme des plumes dans le vent. Écoutez-moi. Roby, Mais Écoutez-moi. tu t'étends trop. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas M. Cissé le problème. Après toutes ces dénonciations, il en fait pire. Ça, c'est pire quand même. Il a fait pire. Ouais. Donc, est-il accroché à quoi? C'est là où il faut aller chercher. Je pense qu'il y a une source plus forte que M. Cissé qui fait en sorte que malgré ce que vous appelez carambouille existe, mais la carambouille grossit toujours. C'est-à-dire que j'ai l'impression... Et Djiba est fatigué de notre carambouille. Oui, j'ai l'impression que de plus en plus on dénonce, de plus en plus le gars se sent plus fort, quoi. Ouais. On dirait qu'il se sert de nos dénonciations pour mieux se positionner auprès de ses parrains. Parce que moi, je suis sûr qu'il y a des parrains tapis dans l'ombre qui, bien évidemment, Ça, c'est pas dans participent l'ombre. à la mangeoire et le protègent. C'est Mais- tout simplement alors, ça. Djadia, Un seul individu ne peut pas quand même... Très Il bien. est rattaché à la tout le monde. présidence, Alors- on sait c'est qui le patron. Alors, Djadia, je viens vers Des vous. PA rattachés. Voilà, je reviens donc vers vous, les gars, en posant la question. Ailleurs, les régulateurs aussi entre 2 et 3%. C'est ce qu'ils utilisent pour fonctionner. Chez nous, on est à 15%. Plus. c'est important Pourquoi? de poser la question. En fait, vous parlez depuis, nous parlons de ce sujet depuis plusieurs jours maintenant. Moi, la question que je me pose, vous parlez d'un CA qui n'existe pas. Vous parlez d'un fonds qui n'existe pas, mais dont des comptes L'argent est existent reversé. est reversé quelque part où ça ne devrait pas l'être. Vous parlez de textes qui n'existent pas par rapport à une situation. À une Si on régulation. épinglait quelqu'un, quel texte utiliserait-on pour le gérer? Et de perception Qui gère d'impôt tout à la cela? place de l'impôt. Qui gère tout cela? Vous savez, souvent quand nous faisons... nous sommes des lanceurs d'alerte. On ne s'acharne pas contre quelqu'un, on n'en veut pas à quelqu'un, on ne s'en prend pas à une personne. Notre rôle, c'est de faire des enquêtes pour pouvoir... faire en sorte que des actes puissent être posés pour aider le pays à aller de l'avant. C'est ça notre rôle. C'est ce qu'on a fait par exemple par rapport à l'hôpital de Koya, parce que les citoyens n'étaient pas soignés dans un endroit qui sied. Et le lendemain, ce qui s'est passé, notre volonté n'était pas, par exemple, de faire en sorte que quelqu'un saute, mais c'était que des dispositions puissent être prises pour que du matériel neuf et que des éléments puissent être apportés. Et cela a été apporté. Et souvent, quand nous parlons de certains sujets, tout de suite, par exemple, pour le cas de la fillette qui est décédée à Kaguelim Plateau, on a vu le ministre se déplacer. Après l'émission, on l'a vu se déplacer dans la famille, venir apporter son soutien et promettre que tout le monde doit se souder pour que des enquêtes... C'est ça notre rôle en fait. C'est vrai. Maintenant, quand vous parlez d'un sujet comme ça, il y avait eu un premier sujet qui a été évoqué, rien ne s'est passé. Un deuxième, rien ne s'est passé. Vous parlez de texte, c'est pas ce monsieur qui met ces textes en place. C'est pas ce monsieur qui va faire en sorte que le CA puisse être mis en place. C'est vrai. Qui doit faire en sorte que toutes ces structures-là, C'est vrai. que ces comptes puissent, que l'argent puisse être versé là où il faut. C'est là-bas, c'est vrai. là le questionnement, c'est là les questions qu'il faut poser la question. Qui fait la sourde oreille? Qui ne veut pas réellement que tout se passe dans les règles de l'art? Parce que Nécessairement la présidence. la Guinée n'est pas Il sur faut un que le sixième général continent. Amara, la présidence, Djiba a dit quelque chose de très Nécessairement. important. Par exemple, qu'on veuille que cette autorité soit sous la tutelle de la présidence. Si les fonds sont utilisés à bon escient, c'est la meilleure chose qu'on voudrait demander. Mais que ça ne soit pas une autre caisse au-delà de la caisse noire de la présidence. C'est ça le problème. L'interrogation que moi je voudrais poser, c'est dans ce sens-là. Où va cet argent? Il est utilisé pourquoi? Parce que le fonds dont on parle n'est pas encore créé. Il va où cet argent? Alors que nous savons que récemment, les banques ont été justement appelées à contribution parce que certainement il y avait des soucis quelque part. Cet argent-là, ce fonds-là, il va où? Il pourrait servir à des milliers de choses en République de Guinée. Djadia. Les besoins, ils sont là, Djadia. ils sont cruciaux, ils sont pressants. Nous savons sur le terrain, par exemple, en matière de... nous parlions la dernière Djadia, fois de santé. pour pousser ton questionnement. Alors, Éducation, pour pousser moi le- hier j'étais à Kindia. Je veux que tu Je pousses suis partie ce dans mon raisonnement-là. ancienne école primaire. Il y a une vidéo que j'ai faite. Après, je vais partager avec vous. Mais c'est dommage. Ça déchire le cœur de savoir qu'on est dans une république, une école qui a servi à former des milliers de cadres de ce pays. On laisse ça tomber. On laisse ça aller comme ça en ruine.
comme si l'État n'existait pas pour faire en sorte que cette école-là ne puisse pas tomber, alors qu'il y a des enfants Tu connais un qui ne seul peuvent cadre pas aller de dans ce une département. école privée. Il y a des enfants qui ne peuvent pas aller dans des écoles privées. C'est juste une salle Les de classe, enfants, quoi, les où enfants des vont ministres, tu aujourd'hui en connais jouer au un foot. seul dans une école publique? Les enfants des ministres, tu en connais un Je seul? ne parle pas d'eux, je parle des Ben voilà. Guinéens qui ne peuvent pas aller dans des écoles Et même du privées. département. Les gars, permettez. C'est pour vous dire Tu as que la moi, si réponse. ce montant-là est logé Dada, là-bas pour et qu'il pousser- peut servir, je n'ai aucun problème pour avec. pousser la Mais réflexion. les personnes qui doivent faire en sorte que toute cette chaîne-là, tout ce qu'il faut soit mis en place, vous savez qui c'est. Je peux. Si je- tout ce je que veux vous te révélez laisser- ici ne donne pas de réaction, bah, vous n'avez plus qu'à Pour- que vos yeux pour pleurer, pour ou bien pousser- peut-être à refermer votre enquête et Voilà. continuer sur autre chose. Pour quoi. pousser la réflexion que tu mènes, Djadia, le président, les fonds spéciaux du président sont des fonds sociaux. Alors, nous avons déjà l'ANAFIC, nous avons la FICON, nous avons le fonds de l'indigence et du développement social Et qui fait qui un travail existe, remarquable On a sur le faux terrain, hein. qu'on le qu'on FODEL. aurait pu soutenir. Bon, alors, pourquoi un autre fonds? Pour appuyer, pour venir renflouer le fonds du président qui est déjà là et qui sert à des actions C'est un fonds sociales. politique. Mais vous attendez mais que c'est pourquoi pour Il y a des renflouer fonds de le- soutien aux vous attendez que initiatives c'est pour renflouer présidentielles. le fonds du président. Bon, vu qu'on dit que c'est des initiatives présidentielles, Non. Mais ce Un n'est fonds, pas ça. ils ont dit un Le fonds fonds, de il développement social. ça a changé de nom. Ça, c'est après qu'ils ont C'est changé de nom. après le CNT Je que te ça a montre changé de ici nom. des factures Ok. de paiement. Ok. Les factures de paiement, c'est clair. Fonds d'appui Aux initiatives présidentielles pour le développement local. C'est flagrant, c'est écrit. Et il y a Bon, eu les plusieurs initiatives- factures. Ah, ok. Bon, C'est quand, peut-être les projets. le Parlement les a retoqués qu'ils ont changé la nomenclature. Ok. Mais ça ne répond à rien. Sinon quand même, Mais aujourd'hui, ça a connu une c'est évolution. pas sur Mais il la faut base de l'ameubler. cette loi dont on parle. Si par exemple l'ameublement en lui-même n'est pas fait, il n'y a pas de conseil d'administration qui puisse superviser, qui puisse voir tout ce qui se passe. Vous en parlez une fois, il n'y a aucune réaction derrière, vous aurez compris ce qui se passe. Juste, je Au moins, voulais on a juste, fait, on l'a dit. au moins, on a fait notre boulot. juste une seconde. Nous faisons Au moins, notre job. Parce qu'il y a un auditeur qui Je te laisse réagissait. y aller, je te Voilà. laisse y aller. Oui. Au moins, on fait notre boulot, on interpelle tout le monde. Le CNT est interpellé sur la question parce qu'il n'était pas d'accord. Le monsieur en fait fi. En attendant, on va écouter. cette Justement, il y a un réaction qui va- auditeur qui écrivait là, pas de problème personnel hein, avec Cissé, pour ceux qui nous suivent, que ça soit clair. Vous avez si bien dit, l'ancienne Lonagui, sous Madame Silla, on avait reproché certaines choses dans sa gestion. C'est ce qui était mis en avant par sa nationalité, parce qu'entre le Mali et la Guinée, il y a une convention d'établissement qui existe depuis 1964. Le Malien en Guinée, c'est comme s'il est chez lui. Le Guinéen au Mali, donc ça a été justement, donc ça a été signé, par le père d'Amantan sous Sékou Touré en 1964. Donc il y a cette convention qui existe entre les deux pays. Le Malien peut entreprendre ici. Il y a des rapports de réciprocité. Il est chez lui comme s'il était au Mali. La loi guinéenne le protège. Donc ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. D'accord. Maintenant, je pense qu'il faudrait quand même que tout ce qu'on a cité là, nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous attirons l'attention sur certaines choses. Et parmi nous, il y a des gens qui sont quand même des juristes, qui maîtrisent les textes. Mohamed Mara, il est là. Donc je pense que ça peut être une contribution aussi pour dire attention, là, il y a une erreur, il faut le corriger. Il y a une erreur, il faut la corriger. En attendant, mon cher Jacques, en attendant les prochains articles qui paraîtront pour nous répondre, hein, parce qu'il l'a fait dernièrement, chaque fois qu'il y a des dénonciations, plutôt que de venir éclairer notre lanterne et celle des Guinéens, il se précipite vers un média, il sortent. Je dis il en parlant de toute l'autorité, et puis des articles sortent comme ça pour soutenir un régulateur juste et équitable. J'ai vu un titre comme ça. Bon, de toutes les façons, nous avons fait notre travail. Et nous allons continuer. Nous allons continuer. Moi, Voilà. je vais continuer à l'appeler. Je vais continuer à appeler. Ouais. Et Parce qu'il n'était pas très tendre ce matin. Oui, je vais continuer à l'appeler, en tout cas pour qu'on comprenne. On a envie de comprendre. Les informations qui nous ont été données par son conseiller juridique, nous les avons relayées. C'est d'ordre juridique. Et donc, Tout ce qui il y a concerne les d'autres finances, détails il a qui dit sont allez voir le patron. Important, et Voilà. je pense que ce serait bien qu'il prenne la parole. Maintenant, aller dans d'autres médias pour aller parler, alors que là où on a soulevé le problème, vous connaissez bien là-bas, c'est fuir tout simplement, si vous voulez, c'était pas affronter la vérité. Or, si on sait que ce qu'on fait est fait dans la clarté, de manière régulière, il n'y a pas de mal à pouvoir s'exprimer.
sans compter la menace de plainte. Bon, j'ai pas encore reçu la plainte, mais j'attends.